Bonjour et bienvenue sur la chaîne Livre sur ordonnance, une chaîne dédiée à la santé mentale. Et parce que la santé vient en lisant, je résume pour vous les livres qui comptent. Alors aujourd'hui, je vous présente le livre Le corps n'oublie rien du docteur Bessel van der Kolk. Alors qui est ce médecin? C'est un psychiatre américain spécialisé dans le stress post-traumatique. Il a débuté sa carrière en traitant les anciens combattants, les vétérans du Vietnam, et ensuite poursuivi en fait avec les victimes d'inceste. Il s'est rendu compte que c'était vraiment finalement des personnes qui présentaient le même type de symptômes, dépression, crise de rage, automutilation, des flashbacks, de gros problèmes relationnels. Et c'est que finalement en 1980 que le terme stress post-traumatique a été inventé. Donc ça a été le début, finalement, à partir des années 80, de la recherche sur ce sujet-là. Ensuite, il y a eu les années 90 avec le développement des neurosciences, et ça a permis d'aller plus loin et de se rendre compte que ces événements passés ont vraiment gravé une empreinte indélébile, en fait, dans le cerveau des personnes atteintes. Et donc ce livre, si vous voulez, il a deux aspects. L'auteur, en fait, souhaite en faire un guide pour aider les personnes victimes de traumatisme, pour qu'elles puissent le surmonter. Donc il y a toute une partie dédiée aux solutions. Et l'autre partie, c'est pour tous les autres, en fait, pour faire connaître la réalité du traumatisme, pour changer la société. Rien de moins que ça. Parce que l'auteur parle de... Souvent, quand on parle de stress post-traumatique, on pense aux soldats, aux victimes d'attentats, ce type de choses. Mais il rappelle, en fait, dès l'introduction, que pour un soldat atteint de stress post-traumatique, c'est 10 enfants qui en sont victimes aussi. D'où l'importance de faire connaître ce sujet à tout le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous l'offrir. Pour moi, c'est vraiment un livre qui compte, un livre phare. C'est mon préféré de l'année, celui qui m'a le plus apporté. Alors, il est super long à lire, il a plus de 600 pages, mais, ça vaut le coup parce que c'est très... Il y a beaucoup d'exemples, donc ça permet vraiment de bien comprendre. La seule chose, c'est que les exemples sont assez durs et c'est un livre finalement assez bouleversant, donc je ne vous cache pas que ça m'a fait pleurer à de nombreuses reprises au cours de la lecture. Alors, donc, on démarre avec le stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est? C'est suite à un traumatisme, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la personne? Il y a la mise en place, en fait, de tout un tas de stratégies par le cerveau pour assurer la survie. Donc, notamment un système d'hypervigilance. Ça veut dire que le cerveau va rester en alerte constante pour lutter ou fuir, en fait, comme si son système d'alarme ne s'était jamais éteint, en fait. Et donc, le problème, c'est que ça va impliquer un taux d'hormones de stress nettement supérieur à la normale. La personne va passer sa vie, en fait, en mode stress, en mode réaction, en mode hypervigilance. Et c'est ça qui est compliqué. Sans parler du fait que tout ce qui est structure qui filtre les informations a été aussi modifié. Je m'explique. Vous avez déjà sûrement entendu parler des anciens soldats qui sont absolument incapables d'assister à un feu d'artifice. Parce que juste le fait d'entendre un son de fusée de feu d'artifice va les faire complètement replonger dans les moments qu'ils ont pu vivre à la guerre. Donc c'est juste impossible pour eux. Ou alors, un autre exemple, on voit un homme marcher dans la rue. Pour n'importe qui, c'est un homme qui marche dans la rue, alors que pour une personne qui a été victime de viol, c'est un violeur potentiel. Donc tout ce que la personne vit, voit, entend, et finalement, en fait, c'est comme s'il y avait un filtre devant et que tout était déformé. C'est pour ça que vivre juste la vie normalement, c'est super compliqué en fait. Alors, si on revient sur l'origine des troubles du comportement, bon, il y en a probablement toujours eu, mais c'est vrai qu'au départ, on les attribuait plutôt à Dieu ou aux sorcières. Et c'est simplement, ça a commencé au 19e siècle en fait. Là, on a commencé à se dire que c'était peut-être un moyen pour les hommes de s'adapter à la complexité du monde. Et ensuite, dans les années 60, 1960, là, ça a été la grande révolution pharmacologique. Tous ces troubles ont trouvé leurs médicaments. On s'est mis à penser en se disant que tous les troubles psychiques en fait étaient dus à un dérèglement chimique dans le cerveau, qu'il fallait trouver le neurotransmetteur, donc la substance qui était responsable, et la donner sous forme de médicaments pour changer les choses. Donc ça peut fonctionner,
Le problème, c'est que ça ne change pas, en fait, ça ne permet pas d'oublier la cause sous-jacente. C'était le cas notamment avec le Prozac, qui est sorti en 1988. Alors, ça a révolutionné la prise en charge de la dépression et du syndrome de stress post-traumatique. Simplement, même si ça atténue les symptômes et que ça soulage, ça change pas ça fait pas oublier la cause du problème. Donc, ce qui a été positif néanmoins, c'est que le fait de mettre au point des traitements et qu'il y ait beaucoup de recherches, ça a permis aussi si vous voulez, de mieux prendre en charge les gens, puisqu'ils ont mis en place le DSM, le fameux DSM. C'est la Bible des psychiatres, en fait. C'est un manuel qui recense absolument, c'est très gros, très, très épais, qui recense tous les troubles psychiatriques, tous les troubles mentaux, en fait, tous les critères pour le diagnostiquer et tous les traitements disponibles. Et donc, depuis, on a tendance, en fait, à coller des étiquettes. Une personne sera vue comme dépressive, l'autre schizophrène, etc. Mais bon, ça a quand même aidé. Ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est dans les années 90, les neurosciences qui sont arrivées. Donc, tous ces examens et ces connaissances ont permis de montrer que quand une personne victime s'allonge dans un scanner et qu'on étudie son cerveau, on se rend compte que juste de revivre par la pensée son traumatisme, c'est difficile pour elle, mais comprenez bien qu'elle n'est pas en train de se faire agresser. C'est revivre par la pensée le traumatisme qui réactive en fait exactement les mêmes zones dans le cerveau et ce qui induit les mêmes réactions physiologiques. Donc le cerveau émotionnel, via l'amygdale qui est le centre de la peur, va complètement s'emballer en fait. Les hormones de stress vont s'activer, ce qui va provoquer une augmentation de la pression cardiaque, de la pression artérielle par contre, une augmentation de la pression artérielle et par voie de conséquence de la fréquence cardiaque. Ça va aussi, et c'est là que c'est compliqué, ça va aussi en fait diminuer l'activité de la zone de Broca. La zone de Broca, c'est la zone du langage dans le cerveau, ce qui veut dire que la personne est en train de se sentir très 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 mal, mais qu'elle n'a pas les mots elle ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Comme si son cerveau rationnel en fait s'était mis en stand-by, en pause. Donc elle n'est pas capable en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de rejouer son passé, elle n'est pas capable d'analyser les choses de façon posée, de se reprendre. Et c'est ça qui est compliqué parce que c'est comme ça à longueur de temps dans sa vie. Vous voyez l'idée. La personne reste complètement bloquée dans la lutte ou dans la fuite. Et à long terme, c'est vrai que le fait qu'il y ait des hormones de stress tout le temps au taquet, ça provoque beaucoup de troubles du sommeil, des personnes très irritables. La mémoire, la concentration, c'est compliqué aussi. Vous comprenez bien que la qualité de vie est, j'allais dire, est atteinte. Oui, est dramatiquement atteinte. Et le problème, c'est qu'en termes de thérapie, je vous parle beaucoup de problèmes, mais bon, c'est beaucoup de problèmes. Mais au niveau des thérapies, si on s'attaque au problème qu'en passant par la voie du langage, par rapport aux thérapies conventionnelles là, qui sont basées sur le fait de parler, ça ne peut pas fonctionner. Parce que si la personne repense à son traumatisme, hop, immédiatement, elle se remet en mode cerveau rationnel coupé, elle n'arrive plus à reprendre le dessus, à expliquer et à conscientiser. Donc c'est voué à l'échec. Ça peut être une bonne alternative, mais il faut simplement l'associer aussi avec d'autres méthodes, comme on le verra dans la 5e partie. Au niveau cerveau des personnes traumatisées, alors qu'est-ce qu'on peut observer? La dissociation, vous en avez peut-être entendu en parler, c'est le fait qu'en fait le souvenir, c'est comme si c'était fragmenté en plein de petits morceaux, comme un verre cassé, et ces petits morceaux viennent, chacun leur tour ou de temps en temps, polluer le moment présent en fait, en revenant à la mémoire de la personne en fait, et ça va réactiver à chaque fois tout l'épisode traumatique. Donc, et à chaque fois, elle va remettre en place les mêmes défenses émotionnelles, le même stress, le même système de lutte tout de suite. Donc c'est infini l'histoire. Et le problème aussi, c'est que beaucoup de gens ne sont absolument pas conscients de ce qu'ils sont en train de rejouer en fait. C'est ça qui est compliqué. En plus de ça, il y a beaucoup de flashbacks et de reviviscences. Là où c'est quand le souvenir traumatique en fait revient à la mémoire de façon brutale et la personne revit en fait ce moment dramatique de sa vie. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'elle va en fait toute sa vie tenter d'organiser sa vie pour éviter de ressentir à nouveau ça.
Donc, comment vous voulez apprécier le moment présent? C'est, enfin, ça paraît insurmontable en fait. La dépersonnalisation. Alors là, en fait, c'est le fait que la personne se dissocie complètement de sa peur et ne ressente plus rien. Elle est absente, elle a le regard vide, elle n'arrive plus à penser, à réfléchir. Voilà. Et ensuite, on a l'engourdissement qui arrive plus tard. L'engourdissement, voilà, c'est une personne qui est absente à elle-même, qui ressent plus d'émotions. Il y a beaucoup, enfin, l'exemple, en fait, chez les enfants, c'est typiquement l'exemple de l'enfant, en fait, qui dérange jamais personne, qui pose aucun problème, qui est dans son coin, qui parle pas, qui est finalement engourdi et comme absent à lui-même. Et toutes ces réactions, elles sont complètement incontrôlables, en fait, hein. C'est vraiment, finalement, assez instinctif. Donc, le grand, grand défi, ça sera d'apprendre à vivre dans le présent. Pardon. Alors, relation corps-esprit. Comme je vous le disais, une thérapie par la parole, ça ne suffira pas. Il faut vraiment aussi pouvoir inclure le corps pour pouvoir améliorer la situation. Et déjà au XIXe siècle, Darwin en parlait, il parlait du lien corps-esprit et du fait que les émotions ont un impact sur le corps. Par exemple, si vous ressentez une émotion très forte, une grosse peur, vous allez avoir le cœur qui bat à fond la caisse. Si jamais vous passez un entretien d'embauche ou vous devez faire quelque chose qui vous fait peur, vous allez avoir les intestins, vous allez avoir mal au ventre. Voilà, vous allez devoir courir aux toilettes rapidement. Tout ça, c'est lié en fait au système nerveux autonome. Alors, c'est en fait, c'est automatique. Par exemple, quand vous respirez ou enfin, vous ne demandez pas à votre cœur de battre et vous ne réfléchissez pas, ça se fait de façon automatique. Et pour ça, en fait, il y a deux branches. Il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le sympathique, on peut considérer que c'est l'accélérateur et le système nerveux parasympathique, c'est le frein. Et sans arrêt, en fait, il y a un équilibre qui cherche à se trouver entre l'accélérateur et le frein. Mais ça, c'est quelque chose de complètement normal. Donc, si jamais on a une grosse peur, un camion nous fonce dessus, hop, système nerveux sympathique qui s'actionne, adrénaline, sécrétion d'adrénaline, le cœur, la fréquence cardiaque qui augmente largement, et hop, vous allez avoir toutes les ressources pour pouvoir vous enfuir le plus vite possible, ou tourner le volant braqué rapidement. Et à l'inverse, donc le système nerveux parasympathique, lui, c'est le frein qui permet de calmer le jeu, de revenir à la normale derrière. Et on a bien vu que chez la personne traumatisée, c'est le problème, elle n'arrive pas à revenir à la normale. Donc, vu que c'est automatique, je vous ai dit qu'on n'avait pas le contrôle là-dessus. Par contre, il y a une possibilité. Ça, c'est positif. Par la respiration. On peut, en respirant volontairement, d'une certaine manière, comme dans les exercices de cohérence cardiaque, diminuer cette agitation, en fait, activer le frein, donc activer le système nerveux parasympathique. Ça, c'est vraiment une technique, je trouve, qui est complètement révolutionnaire. Et je suis en train de préparer une formation à ce sujet parce que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner dès la maternelle et qu'on devrait tous pratiquer sans arrêt, tellement ça permet de reprendre possession de ses moyens. Donc, je vous en parlerai bientôt. Alors, sinon, pour la suite du livre, l'auteur parle de la notion de sécurité et de réciprocité. Un facteur très important dans la guérison, en fait, c'est de pouvoir se sentir en sécurité. Même pas que dans la guérison d'ailleurs, parce que dans la vie tout court, finalement, pouvoir être en sécurité avec les autres, c'est vraiment un aspect essentiel à notre santé mentale. On a besoin de soutien et pour surmonter un traumatisme, encore plus, on a besoin, le soutien social, il est plus que fondamental. Alors ça inclut la présence de l'autre, mais pas que, il faut qu'il y ait réciprocité. Ça, c'est très important. Le problème, c'est que la personne traumatisée va avoir vraiment du mal à s'ouvrir aux autres. Dans les cas les plus compliqués, en fait, les thérapeutes ont recours aux animaux. Voilà, parce qu'au moins, ça permet de dépasser le frein de l'humain et de petit à petit permettre à la personne de retrouver confiance, en tout cas de se retrouver en lien et en sécurité. Donc c'est un processus pour enclencher le retour à la vie normale. Souvent on entend parler des chevaux, des dauphins. Comment ça se passe alors tout ça? Parce que finalement, sécurité-menace, c'est quelque chose qu'on vit toute la journée, même quand on va bien. On a naturellement tendance en fait à être un petit peu méfiant dans certaines situations quand on rencontre des nouvelles personnes.
Mais très rapidement, on arrive à analyser les choses et la méfiance, elle tombe. Jusqu'à là, ça va. Sauf que la personne, en fait, à qui il est arrivé un traumatisme, n'arrivera pas à enlever ce curseur méfiance, en fait, et n'arrivera pas à retourner au calme. Parce que naturellement, en fait, quand vous êtes en danger, la première chose, il y a 3 niveaux, en fait, de sécurité. Le premier, c'est l'engagement social. On va avoir tendance à chercher si quelqu'un ne peut pas nous aider autour. Bon, tant mieux s'il y a quelqu'un. Si jamais on ne trouve pas, deuxième chose, soit on lutte, soit on fuit. Donc ça, c'est... Voilà. Si jamais ce n'est pas non plus possible, dans ce cas-là, ça va être immobilisation et effondrement. La personne va être finalement prostrée, figée, sidérée. Elle va se mettre en mode sécurité, en mode économie totale d'énergie. Donc tout est bien orchestré pour assurer notre sécurité. Le souci, c'est quand on n'est plus en danger, mais qu'on reste encore dans ce mode danger, voilà, qu'il faut arriver à atténuer, à apaiser. Sinon, pour revenir à la personne traumatisée, il y a un chapitre qui se nomme « Perdre son corps, ne plus être soi-même ». Et c'est vrai que la personne traumatisée a tendance à être complètement déconnectée de son corps et a même du mal à ressentir certaines parties de son corps. On parle d'insensibilité sensorielle. En fait, en voulant s'adapter au choc, elle s'est coupée de sa capacité à ressentir et à se sentir vivant. Et quand on ressent ça, du coup, c'est forcément plus difficile de faire des choix, de prendre des décisions, en fait. On reçoit sans cesse des signaux d'alarme, de danger qu'on cherche à ignorer, à ne pas ressentir. On n'arrive plus à détecter ce qui est réellement une menace, de ce qui pourrait être bénéfique pour nous. Les hormones de stress qui sont tout le temps à un niveau très important font que la personne a aussi des troubles psychosomatiques. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir des symptômes qui sont réels, mais qui n'ont pas de cause physique, voilà, qui sont liés en fait aux conséquences du traumatisme. Par exemple, je vais vous citer la migraine, la fibromyalgie, le syndrome de l'intestin irritable, toutes les douleurs au niveau du dos, la fatigue, enfin une fatigue vraiment importante. Tout ça peut vraiment être réel. Ça ne sert à rien de dire à la personne « mets-toi un bon coup de pied derrière, secoue-toi un peu ». Elle a vraiment ces symptômes, elle en souffre. Simplement, c'est lié à son traumatisme qui peut remonter même à des dizaines d'années plus tôt. Donc, ce qu'on va faire là, on va s'arrêter pour cette première partie du résumé « Le corps n'oublie rien » du docteur Bessel van der Kolk. Et nous allons nous retrouver dans la seconde partie pour pouvoir aborder tout le chapitre qui a été dédié spécialement aux enfants. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je mets le lien juste en dessous pour accéder à la deuxième partie de la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute.